Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Dalai Lama. Hello et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à booster ton estime. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, libérons les croyances qui te freinent et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être? Alors c'est parti! C'est avec une joie immense qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. J'ai eu l'honneur et l'opportunité d'avoir une magnifique conversation avec Véronique César, thérapeute, formatrice, conférencière, écrivaine, cofondatrice de Génome Formation et de la Fédération française de psychogénéalogie, artiste peintre et une femme merveilleuse avant tout. C'est avec grand plaisir que je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue Véronique, je suis très contente de t'accueillir sur le podcast Unique et Libre. Merci d'avoir répondu à l'invitation. J'aimerais te laisser la place pour que tu puisses aussi te présenter, nous dire voilà qui tu es et ce que tu fais actuellement. Eh bien, merci. Bonjour Jennifer, et puis merci de m'accueillir en fait dans ton espace. Et alors, qui je suis? Donc, je suis Véronique César, je suis psychogénéalogiste. J'ai créé, psychogénéalogiste depuis longtemps. En fait, ça fait 25 ans que j'ai mis un pied dans le développement personnel et puis que j'ai évolué. J'ai acquis des outils, des techniques, et puis je suis restée bloquée sur un outil qui me passionne et en fait qui m'a prouvé que j'avais vraiment raison d'y mettre en fait toute mon énergie. C'est le transgénérationnel, donc la psychogénéalogie. Donc ça fait des années, j'ai eu un cabinet, deux cabinets, puisque j'ai déménagé pendant quasiment plus de 20 ans. J'ai entendu des histoires de vie. Et à un moment donné, parce que j'avais ça, je pense, dans mon ADN, j'avais envie de transmettre cet outil. Parce que je me suis dit, bah, si j'ai tous ces résultats positifs et que c'est aussi génial que ça, c'est pas de la magie, attention, on va en parler. Mais j'avais aussi envie qu'il y ait d'autres personnes qui aient accès à cet outil. Donc, du coup, j'ai créé un organisme de formation Génome, qui porte bien son nom, et donc qui me permet aujourd'hui de transmettre. Et puis, j'écris des livres, je fais des conférences, donc tout ça autour du transgénérationnel et de la psychogénéalogie. Oh, super. Et j'aimerais te demander, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au transgénérationnel? Est-ce qu'il y a justement un événement ou une prise de conscience fondatrice dans ton parcours? Alors déjà, le développement personnel, j'étais une oreille, c'est-à-dire que toutes les personnes venaient me raconter leurs histoires. Et pas toujours les histoires les plus sympas, en venant demander des conseils. Et j'ai compris tout de suite qu'en fait, ben, je pouvais pas leur donner des conseils parce que c'était mes conseils à moi et que c'était pas mon histoire. Donc, l'envie alors des rencontres, parce qu'il y a jamais de hasard pour les rencontres. Et dans les années, je crois 97-98, j'ai rencontré une sophrologue. C'était pas très connu à cette époque-là. Elle m'a invitée à faire une séance et là, je me suis dit: «C'est ce que je veux faire». Donc, en fait, j'ai fait de la sophrologie et j'ai trouvé que c'était un outil formidable pour aider les gens à gérer leurs émotions. Mais il me manquait un petit quelque chose. Il me manquait le fait de me dire, c'est bien d'apprendre à gérer les émotions. Si on allait carrément chercher pourquoi, pour la raison pour laquelle elles sont là, et qu'on les enlève carrément, ça serait pas plus mal. Et puis, j'ai rencontré une autre personne qui, elle, faisait de la canalisation. Elle était branchée en Wi-Fi avec là-haut. Et elle a travaillé sur mon histoire. Et à cette époque-là, donc il y a un peu plus de 20 ans, j'étais toujours très en colère contre l'homme. Voilà. Et en fait, cette femme a travaillé sur mon histoire. Alors elle m'amenait des infos que moi j'avais pas forcément, ou en tout cas que j'avais pas cherché. Et j'ai compris assez rapidement que en repartant dans mon histoire familiale, j'allais comprendre que, en fait, moi, j'avais rien contre les hommes parce qu'ils m'avaient jamais rien fait à cette époque et pourtant j'étais très en colère contre eux, mais que c'était l'histoire de ma mère, mes grands-mères, mes arrière-grand-mères qui avaient vraiment subi des choses par rapport à l'homme. Et je me suis dit: «Waouh!» Donc un peu frustrée de pas être forcément branchée à 100 en Wi-Fi avec là-haut. Je lui ai dit: «Mais moi, j'adorerais faire ce que tu fais», et elle m'a dit, donc il y a plus de 20 ans en arrière:
Il y a un outil qui s'appelle la psychogénéalogie et bah, je pense qu'il est pour toi et elle a eu raison, il était effectivement pour moi. Donc voilà ce qui m'y a amené. Si ça avait marché pour moi, forcément ça allait marcher pour plein de personnes. Ouais. Mmh. Comment toi tu définirais justement, la psychogénéalogie pour les personnes, par exemple, qui nous écoutent et qui savent pas vraiment qu'est-ce que c'est? Alors pour moi, en quelques mots, la psychogénéalogie, on va dire que c'est un outil thérapeutique qui permet d'analyser, de déprogrammer les traumatismes familiaux qui n'ont pas été réglés, dépassés et en fait qui se répercutent sur les générations d'en dessous, si je peux me permettre. Oui. C'est simplement expliqué et c'est très bien et j'aimerais que tu me dises comment nos lignées justement elles influencent, nos émotions, nos choix et nos blocages, même quand on ne connaît pas notre, histoire, familiale? Alors en fait, nous on a de la chance aujourd'hui parce que tout a évolué, mais les précurseurs de la psychogénéalogie qui étaient Anne Ancelin Schutzenberger et Alejandro Jodorowsky, donc dans les années 30-40, en fait émettaient des hypothèses. Ils se disaient: «C'est quand même» alors ils ont beaucoup observé et ils ont observé, ben, par exemple pour Anne Ancelin qui était psychologue, que souvent, lorsqu'il y avait des pathologies et bien, quand on remontait ou quand elle discutait avec les gens, au même âge, il y avait des ancêtres qui avaient des pathologies similaires, où il pouvait y avoir des décès au même âge, de génération en génération. Donc en fait, ils avaient déjà émis les hypothèses qu'il y avait peut-être par les gènes, puisque du coup, en fait, bah, quand on conçoit un enfant, ben, chaque parent, en fait, lui envoie, donc des gènes donc, dans son génome et donc qui lui viennent de sa propre histoire et ils émettaient l'idée que peut-être, à travers les gènes, il n'y avait pas forcément que la couleur des cheveux et des yeux et qu'il y avait peut-être des choses qui circulaient. Donc c'était vraiment hypothétique et puis, dans les années, on va dire, 60 par là, 60-70, il y a des scientifiques qui ont commencé à s'intéresser à ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique. D'une part parce qu'ils ont été un petit peu interloqués par ce qui se passait au niveau des descendants de la Shoah, par exemple, où il y avait des gens qui n'avaient pas du tout vécu ou même parfois pas entendu ce qui était arrivé à leurs ancêtres et qui portaient des peurs inconsidérées, peur de manquer, peur de mourir, peur de prendre la douche, par exemple. Et puis ils ont commencé à analyser, notamment chez des jumeaux monozygotes, ceux qui sont dans le même œuf et qui naissent avec le même génome, avec le même ADN. En fait, les scientifiques pensaient depuis des lustres qu'on naissait avec, de l'ADN, notre ADN, notre génome et qu'on mourrait avec le même génome. Et ils se sont rendus compte en analysant chez 2 jumeaux monozygotes qui avaient évolué dans des familles différentes, qui avaient déjà visuellement et physiquement une différence par rapport à ces jumeaux, physique, on va dire émotionnelle et ils se sont dit: «Tiens, c'est quand même bizarre, ils ont le même génome et pourtant». Et en fait, alors je vais pas rentrer dans le scientifique, mais je me suis formée en épigénétique et en neurosciences pour pouvoir expliquer. Et en fait, aujourd'hui, l'épigénétique explique que lorsqu'il y a des traumatismes non dépassés, et je vais illustrer ça au lieu de rentrer dans les scientifiques, c'est comme il peut y avoir des changements, de fonctionnement de nos gènes, comme des cicatrices qui se déposeraient sur certains de nos gènes et qui du coup, vont nous faire évoluer. Alors on sait aujourd'hui que ce sont soit des traumatismes qui font évoluer des gènes, soit il peut y avoir l'extérieur aussi. Il y a un médecin qui s'appelle Joël de Rosnay qui a fait un livre là-dessus et qui parle vraiment de ça, c'est très intéressant et qui dit qu'en fait, on peut évoluer ou nos gènes en fait, peuvent évoluer par rapport à notre vécu extérieur, par rapport à nos traumatismes et cetera et surtout, on a des scientifiques, notamment il y a une dame qui s'appelle Ariane Jacobino, qui est chercheure en génétique au CHU de Genève, qui aujourd'hui a pu analyser sur 3 générations. On la trouve sur YouTube, hein, cette dame, si on veut aller voir ses vidéos. Et elle a pu publier aujourd'hui qu'un traumatisme non dépassé à une génération donnée peut créer donc une cicatrice sur un gène et on va retrouver cette même cicatrice sur au moins 3 générations.
Donc du coup, ça nous montre qu'effectivement, en plus de la couleur des cheveux et des yeux, il y a aussi, l'émotion, qui a été créée par le traumatisme qui circule de génération en génération et qui fait que parfois on porte des émotions, qui viennent se déposer sur des choses qu'on vit et qui nous appartiennent pas forcément. C'est-à-dire qu'on trouve toujours quand on porte cette émotion, on trouve toujours sur quoi la déposer, par contre, c'est important. Et donc voilà, ceci explique cela et aujourd'hui, ben, on a de la chance que ça ait évolué parce qu'on a quand même des preuves, hein, on a des publications scientifiques qui nous permettent de comprendre que dans l'ADN, il y a des choses qui évoluent aussi et ça, c'est plutôt chouette. Oui, moi j'avais lu, alors c'est un livre que je recommande à chaque fois, Biologie des croyances, Oui, de Bruce Lipton, voilà, qui tout à explique fait, le début est assez, voilà, scientifique ou autre, mais je trouve que c'est, très bien expliqué à quel point on voit que non seulement nos ancêtres ont une influence, notre environnement, mais aussi, voilà, on sait très bien notre hygiène de vie, mais nos propres croyances qui peuvent, impacter, voilà, tout ce génome, et créer des maladies, des émotions, de la somatisation. Enfin voilà, tout à fait. c'est assez, incroyable et Et si je peux me permettre, je 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 vais oui, juste te oui. couper Jennifer, parce qu'il y a une autre chose qui est importante, c'est que en plus, au niveau des neurosciences, il y a aussi notre programme, notre ordinateur central qui est notre cerveau et qui fait qu'en fait, ben, tu parlais de croyances et je rebondis là-dessus parce que ce soit nos croyances ou que ce soit notre vécu, en fait, ça s'intègre dans notre cerveau par les chemins neuronaux. On a des neurones dans notre cerveau et en fait, pour chaque, vécu, on crée un neurone et puis à ce vécu va s'ajouter un autre neurone de continuation de ce vécu et on crée des chemins neuronaux en fait de nos fonctionnements qui nous viennent ben, de notre petite enfance, de nos parents, de l'entourage, des gènes, maintenant on le sait, puisque en fait dans les gènes il y a aussi ben, tous ces fonctionnements-là, et qui fait que comme c'est dans notre ordinateur central, comme des programmes dans un ordinateur, on ne les remet pas en question la plupart du temps. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la thérapie, ce qui est intéressant, c'est qu'on pose les bonnes questions qui font que là, peut-être, on arrive à se poser les bonnes questions et à prendre conscience de. Et la bonne nouvelle, c'est que grâce à la neuroplasticité du cerveau, si des programmes ont pu en fait s'intégrer dans notre cerveau, dans notre ordinateur central, il y a aussi des moyens de les déprogrammer. Et parce qu'en fait, voilà, il y a une espèce de gymnastique qu'on peut faire au niveau du cerveau et ça, c'est la super nouvelle. En tout cas, je trouve. Oui. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que, déjà à n'importe quel âge, au final, on peut, changer, notre, voilà, ce qui nous freine, nos souffrances, et réécrire quelque part, une nouvelle histoire qui est plus épanouissante, pour nous. Mmh. Exactement. Hem, Quelles sont, selon toi, les signatures les plus courantes d'un héritage, transgénérationnel, non résolu? Alors que ça peut être dans le corps, les relations, peut-être le rapport à l'argent, la maternité et cetera. Alors, je vais être assez large parce que je vais te dire que c'est à peu près partout, mais souvent il y a des répétitions. Donc voilà, je rencontre toujours le même style de personne, il m'arrive toujours la même chose, je ne trouve jamais ma place ou je n'ai jamais de place quelque part. Les pathologies du coup qui viennent, se répéter. Alors souvent les gens mettent un mot qui est un petit peu dur, je trouve, qui est la fatalité. Parce que: «Ah bah oui, bah Mmh. tiens, moi j'ai, développé le même cancer que ma mère au même âge. Ah bah alors, hein, ça c'est une fatalité» et derrière la fatalité, cette fameuse fatalité, il y a très souvent, un mot qui est très fort en psychogénéalogie, ça qui est la loyauté. En fait, c'est comme on sait qu'un enfant qui arrive au monde n'a jamais assez d'amour, même si on l'entoure d'amour. C'est-à-dire qu'il cherche, il a toujours besoin de plus d'amour de ses parents. Et en fait, alors, on a eu des thérapeutes, des psychanalystes qui ont beaucoup travaillé là-dessus, des psychologues, des gens qui ont vraiment, étudié et on sait aujourd'hui, en fait, qu'il y a une chose qui est importante, c'est que chez un enfant, c'est, pour te plaire ou pour que tu m'aimes, je serai capable de souffrir comme toi.
C'est-à-dire pour avoir la reconnaissance de ta part, hein, je parle à ses parents, hein, puisque c'est notre première référence, et je parle d'une normalité. Après, ça peut être un peu différent dans les familles, mais bon, la normalité où ce seraient les parents qui élèveraient les enfants et qui sont la référence et qui sont le besoin ultime d'amour, de reconnaissance. Bien, en fait, pour te prouver, voilà, déjà que je t'aime, je suis capable de souffrir comme toi. Alors, c'est très inconscient, bien évidemment, hein, c'est le cerveau primal, hein, et primaire qui réclame ça, mais qui fait qu'en fait, on s'aperçoit que par loyauté, on peut tous reproduire des schémas, même si c'est des schémas qui font mal. Et je serais tentée de dire que plus ça fait mal, plus si je reproduis le même schéma, je montre à l'autre que je comprends sa souffrance. Et du coup, ça me permet aussi peut-être d'avoir plus de reconnaissance et d'amour de sa part. Donc, oui, quand on entend ça, on se dit: «Waouh, on est quand même capable de faire des choses ou de mettre en place des choses». Mais en fait, c'est pas de notre fait. La plupart du temps, c'est très inconscient. Et donc, pour répondre à ta question, et souvent, donc, c'est des gens soit qui sont en XXL, c'est-à-dire, heu, on se rend compte qu'il y a souvent 2 solutions et 2 fonctionnements dans une famille. C'est, soit on répète, donc on est dans des répétitions de schémas familiaux, schéma familial, soit on répare. C'est-à-dire que ce que j'ai pas eu, bah, je le mets en place. Sauf que souvent, je le mets en place XXL. Ce qui est le plus difficile à trouver, c'est l'équilibre. Je n'ai pas reçu d'amour de la part de mes parents, soit je ne sais pas en donner parce qu'on m'a pas appris et effectivement je répète, soit, j'ai des enfants ou les gens qui sont autour de moi, je vais leur donner, je vais les inonder d'amour, jusqu'à parfois les étouffer d'amour. Parce que, plus j'en ai manqué et plus j'en donne et effectivement, j'en ai manqué XXL, j'en donne XXL. Donc le plus compliqué, c'est l'équilibre. Puis après, il y a tous ces fonctionnements qui reviennent, qui handicapent, des blocages, j'arrive pas. Chaque fois que je rentre de l'argent, poup, j'ai l'impression que j'ai la poche percée, ça ressort. J'arrive pas à gagner ma vie, j'arrive pas à mettre de l'argent de côté. Le «je n'y arrive pas», c'est aussi un indice. On est un peu des détectives privés, on va chercher les indices et il y en a de nombreux. Je rencontre pas, j'arrive jamais à rencontrer l'amour. Chaque fois que je rencontre un homme ou une femme, il ou elle n'est pas libre. Donc qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se joue derrière tout ça? Donc, voilà, chaque fois qu'il y a une espèce de blocage, une espèce de répétition, une émotion, je suis toujours en colère et je ne sais pas pourquoi, j'ai aucune raison d'être en colère. J'ai des accès de tristesse alors que j'ai aucune raison d'être triste. Voilà. Tout ça, ce sont des indices qui peut-être nous permettent d'aller voir, qu'est-ce qui s'est passé au moment où ta tristesse est arrivée? Qu'est-ce que tu as vu, entendu, mangé? Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été réactivé et qui ne t'appartient pas. Peut-être que tu termines dans une situation similaire à et que du coup, tu portes aussi cette émotion, par exemple. Oui. Mmh. Là, j'aimerais te demander un peu plus par rapport aux femmes, parce que c'est vrai que le podcast est dédié, notamment un peu plus aux femmes hypersensibles, même si je le dis à chaque fois, mais j'ai quand même beaucoup d'hommes qui écoutent, ce podcast et qui apprécient. Et selon toi, à ton avis, pourquoi tant de femmes, aujourd'hui, ressentent l'appel peut-être de revenir à elles-mêmes et de guérir aussi, leur lignée, maternelle? Alors, on va déjà repartir dans la grotte, je dirais au niveau de la préhistoire, on est, notre fonctionnement en fait était très, particulier, très codifié. C'est-à-dire que l'homme, lui, représentait la sécurité, l'autorité. C'est celui qui partait, chasser le mammouth, avec la massue, qui était là en fait pour apporter à manger, à la famille, qui était là pour sécuriser quand il y avait des attaques, hein, et il détenait l'autorité. La femme, elle, eh bien, en fait, c'était elle qui faisait à manger avec, le mammouth, c'est celle qui cousait les vêtements avec les peaux du mammouth et c'est elle, en fait, qui élevait les enfants avec donc l'affection, avec, tout ce qu'elle apportait, en fait, d'amour et du coup, c'était très codifié et chacun avait sa part des choses et on va appeler ça donc le féminin pour la femme, donc ce côté créativité, affectivité, le masculin pour l'homme. Ce qui n'a rien à voir avec la féminité et la masculinité. On est dans un fonctionnement. Et en fait, on est resté pendant des siècles, avec ce fonctionnement-là et d'ailleurs, en fait, on n'a qu'à aller voir chez nous. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça que la femme a accès à un compte en banque, peut travailler, peut voter.
voilà, on va pas repartir très loin, hein. Donc en fait, on avait toujours ce fonctionnement qui était très codifié pour la femme et l'homme. Et puis, il y a eu quelque chose qui est terrible, mais qui a été aussi bénéfique parce qu'il y a toujours, derrière, l'ombre, il y a toujours la lumière, qui a été déjà les guerres. Et les guerres, en fait, ont permis, parce que tous ces hommes sont partis pour, sécuriser, le pays, combattre, et bien, en fait, il a bien fallu que ces femmes qui, elles, pour la plupart, étaient à la maison et s'occupaient, de la maison, des enfants et cetera, et bien, il a bien fallu qu'elles fassent tourner le pays et qu'elles continuent à faire tourner le pays. Et du coup, la première génération a commencé à se dire: «Ben, en fait, on s'en sort pas si mal». Donc comme on s'en sort pas si mal, quelque part, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'on a peut-être autant de capacités que l'homme, en tout cas pour certaines choses, alors qu'avant, on nous mettait complètement de côté, on nous incluait même pas dans toutes ces capacités. Et là-dessus, quelques années après, alors que les femmes avaient déjà investi, que ce soit dans leurs neurones, on est capable, d'aller à l'usine et de fabriquer des choses, on est capable de travailler sur les terres, on est capable à la fois de s'occuper des enfants, de les nourrir, de les sécuriser. Donc, il y avait déjà ce premier fonctionnement qui s'est enregistré. Et puis, il y avait aussi le deuxième qui était, ma fille, celle qui vient après, je vais te faire passer un message. Tu, tout autant que moi, seras capable, de faire des choses, que l'homme t'a interdit ou en tout cas que les codes t'ont interdit jusqu'à présent. Là-dessus, est venue en tout cas chez nous la deuxième guerre mondiale qui est venue ancrer le fait que, les femmes avaient tout à fait leur place également. Alors, il y a peut-être pas que ça, mais moi je l'ai étudié ça et je l'ai beaucoup vu, où d'ailleurs il y a eu un espèce de déséquilibre, parce que, ces femmes sont rentrées dans leur masculin, parfois aux dépens de leur fonctionnement féminin. Et quand les hommes sont revenus, alors affaiblis, blessés, alors blessés dans leur corps et puis, émotionnellement parce qu'ils ont vécu des choses atroces, il faut bien le dire, hein, et ils nous ont quand même sécurisés, mais, je veux dire, ils ont quand même leur personne, dans toute son entièreté a quand même subi des choses terribles. Eh bien, en fait, on va se dire que, ça pouvait être pour certains très confortable aussi d'arriver, comme le nouvel enfant de la famille et on avait juste besoin pour certains hommes de se faire cocooner et d'avoir un petit peu de douceur alors que pendant des mois, voire des années, il y en avait pas eu. Donc en fait, les certains hommes et je veux pas généraliser, hein, certains hommes et en tout cas on va dire une bonne partie, eh bien en fait sont revenus avec toutes leurs, souffrances et leurs blessures, face à des femmes fortes, alors qui avaient investi leur masculin, qui a fait qu'eux ont décidé de façon très inconsciente pour la plupart, de se laisser investir dans leur féminin. En fait, oui, moi aussi j'ai besoin, qu'on s'occupe de moi, moi aussi j'ai besoin qu'on me sécurise et cetera. Il y a une espèce d'inversion en fin de compte des fonctionnements qui du coup pendant un certain temps a pas mal fonctionné parce que, la femme était plutôt dans son masculin, l'homme se laissait faire. Il voulait pas forcément la reprendre cette place, même s'il disait: «J'ai plus ma place». Donc en fait, on est arrivé à un moment où c'était une espèce alors j'aime pas utiliser ce mot-là, mais certaines l'ont utilisé, c'était une espèce de revanche. En se disant: «On a toujours été mis de côté, maintenant on va pouvoir» et en fait, cette lignée féminine qui était reléguée à: «Tu vas faire à manger, t'occuper des gosses, faire le ménage» et cetera. En fait, on lui ouvrait la porte à être, chef d'entreprise, à gérer des bonhommes, et en fait, tout ça, c'était super nouveau et c'était tellement nouveau que l'équilibre y était pas. Moi, je me rappelle dans mon cabinet, il y a plus de 20 ans, je recevais des hommes qui me disaient: «Je suis un peu perdu, je n'arrive pas à trouver la femme avec laquelle, il y a un équilibre. Elle me fait un peu peur, parce que même pour ouvrir mon bocal de cornichons, c'est elle qui l'ouvre alors que d'habitude c'est moi, parce que j'ai quand même un peu plus de force». Donc du coup, l'homme ne se positionnait pas, il savait pas trop, il en avait un petit peu besoin parce que lui aussi, il avait subi des choses, hein, générationnelles avec les guerres. Donc il y avait cette espèce de déséquilibre. Je me rends compte avec le temps, hein, puisque, quand même 20 ans sont passés et je dirais, presque une génération, que ça évolue. Qu'il y a beaucoup d'hommes qui acceptent de rentrer dans leur part de féminin. Aujourd'hui, les hommes s'occupent des enfants, du ménage, ils font à manger, alors qu'il y a 30, 40 ans en arrière, c'était pas leur job.
Donc aujourd'hui, en fait, et moi, j'ai beaucoup travaillé sur la femme et l'homme. C'était de rétablir aussi chez la femme qui avait investi beaucoup son masculin, parce que du coup, c'était tellement nouveau et chouette quelque part, même s'il fallait remonter les manches, hein, bah, c'était chouette de pouvoir se dire, bah, moi, je peux faire comme l'homme. Voilà. Même si je reste intimement persuadée que de toute façon, au niveau musculaire, on ne sera jamais à l'égal de l'homme et que voilà, et il ne faut pas confondre équité et égalité. Mais effectivement, aujourd'hui, je pense que les femmes, et en tout cas, c'est sur ça que je travaille, ont tendance à rééquilibrer. Les Chinois disent qu'on serait super équilibré si on avait 50% de yin, 50% de yang, 50% dans son féminin, 50% dans son masculin. Je suis entièrement d'accord. Si chaque personne pouvait laisser évoluer sa créativité, ses sentiments, on va dire son autorité personnelle, le fait de s'auto-sécuriser, bah, du coup, ça créerait une estime de soi qui est fantastique et un bel équilibre. Alors, on y travaille, je pense qu'on y va, mais il faut toujours, pour moi, passer par une espèce de déséquilibre pour aller chercher l'équilibre. Chaque fois qu'il y a un changement, il ne se fait pas la plupart du temps sans souffrance, voire sans violence. Et c'est après être passé par là, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand vous vivez quelque chose de pas sympa, acceptez de le vivre, mais sachez qu'après, c'est toujours pour qu'il y ait une plus belle porte qui s'ouvre. Voilà. Et je pense que dans les années à venir, et j'en suis intimement persuadée, et je pense que même c'est en cours, elle est vraiment entrebâillée, cette nouvelle porte, et elle va s'ouvrir complètement sur une espèce d'équité, en tout cas, entre l'homme et la femme, et sur le fait que chacun puisse évoluer. Alors moi, je dis toujours à ces femmes que je rencontre, laissez vos compagnons ouvrir le bocal de cornichons, parce que ça leur fait plaisir, et puis quelque part, bah, c'est dans leur gène. Voilà, il faut aussi leur laisser changer des choses et faire des choses qui leur correspondent pour que chacun trouve sa place. Hein. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on doit se reléguer aux places d'avant, mais ça veut dire que je sais que tu peux le faire, je sais que je peux le faire d'ouvrir le bocal de cornichons, mais je te le donne quand même parce que du coup, ça m'économise. Hein. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Oui, et puis, je pense que l'homme aime, quelque part aider aussi, montrer qu'il peut protéger et la femme quelque part elle aime ça aussi, pouvoir, compter sur quelqu'un et se Bien sûr, sentir soutenue, mais bien c'est sûr. vrai que dans ce que tu dis, on voit qu'il y a un éveil des consciences aussi bien, hein, du côté des hommes. Il y a quand même de plus en plus, d'hommes, qui accompagnent même, les hommes. On voit des cercles d'hommes alors que je veux dire, Oui, il y a quelques années, ça se faisait, peut-être pas encore ou alors c'était encore très secret, tout à qui fait. laissent la place à ce féminin, à leur monde aussi émotionnel, hein, parce que je pense que comme tu dis, ils ont aussi vécu, beaucoup de choses. Parce que des fois, on dit: «Oui, c'est les femmes», voilà. Mais je pense qu'ils portent aussi en eux beaucoup de traumatismes et aussi, une sorte d'oppression à devoir, garder, voilà, comme on disait, voilà, un homme, ça doit pas pleurer, pleure pas, faut pas montrer ses émotions et moi, des fois, je me dis: «Mais quelle pression aussi!» C'est une par horreur. rapport à ça, de pas pouvoir montrer sa vulnérabilité, ce qui nous touche, quoi. Et je trouve ça merveilleux, oui, qu'il y a qu'il y a cet équilibre qui est en train de se refaire et moi j'y crois aussi fortement. Il y a, aussi des hommes vraiment qui sont aussi dans la sensibilité et qui aiment aussi, la femme dans tout ce qu'elle représente de plus sain, en tout cas. Et voilà, on a besoin de toute façon, des 2 en fait. On a besoin des 2, hein. Je pense que si, la nature est quand même bien faite, Tout à fait, tout à fait. Je suis donc persuadée aussi que pour équilibrer, on a besoin mmh, des 2. oui. Et c'est vrai que c'est pas, évident pour, certaines femmes parce que comme tu le dis et comme peut-être aussi dans ton propre parcours, familial, il y a eu cette colère et des fois cette colère, elle peut amener aussi un rejet complet aussi, hein, de l'homme, hein, parce que moi-même je l'ai touchée cette colère-là dans ma propre lignée, notamment du côté de ma maman, hein, qui vient de la Guadeloupe. Excuse-moi pour, le bruit. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait aussi cette colère. Voilà, après je viens d'une terre où il y avait aussi de l'esclavage, voilà, dans ma propre famille, il y avait l'homme qui était absent, tout ça
Et donc moi-même, j'ai porté cette colère, hein, qui s'est aussi, manifestée, par, l'endométriose et je savais au fond que c'était quelque chose qui ne m'appartenait pas. Parce que je me dis: «Mais je comprends pas, moi je suis pas en colère, au contraire». Mmh. Donc oui, c'est un travail qui est, intéressant et je pense que déjà plonger dans sa propre féminité et son rapport à l'homme, c'est quelque chose que toutes les femmes devraient faire à un moment donné, se questionner par rapport à ça. Bah, je suis d'accord avec toi. Après, on ne peut forcer personne, mais je pense qu'à un moment donné, justement, le fait que ça s'ouvre, tu vois, ce que tu fais, et ce que font beaucoup de personnes, c'est aussi, ouvrir la capacité à ces femmes d'écouter, d'entendre, se dire qu'elles sont pas toutes seules. Peut-être de se dire que, bah, ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles vivent, bien, bah, c'est peut-être pas de l'ordre de la normalité et qu'il est possible de faire différemment. Parce que parfois, j'en reviens à ce fameux mot fatalité qui est, bah, si ma mère et ma grand-mère ont vécu ça, bah, c'est normal que je le vive aussi. Donc, il y a ça aussi qui est important, puis de se dire que, il faut savoir qu'on peut développer des émotions par rapport à des choses même qui ne nous appartiennent pas. Si je repars dans les guerres et pas seulement, hein, tu me parlais de ta famille à toi, il faut savoir que quand un père meurt et parfois, ben, il peut mourir pendant la guerre, eh bien, en fait, l'enfant ressent ça comme un abandon et une injustice et il peut développer de la colère par rapport à ça, alors que si on réfléchit bien, bah, c'est pas de la faute de son père d'être mort. Mais en fait, c'est le ressenti et c'est ça qui est important, c'est de se dire que, parfois on a le droit d'être en colère, on a le droit de porter des émotions. D'abord, on est des êtres d'émotion. Tu parlais des hommes, mais oui, on a voulu qu'ils soient des robots. On veut tellement qu'ils soient sécurisants, enveloppants, et cetera, qu'on leur a dit: «Non, toi, tu n'as pas le droit de ressentir». Voilà. C'est que la femme qui ressent et toi, tu es là pour protéger la femme. Mais non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On est des êtres d'émotion et les émotions, en plus, ne sont jamais ni négatives ni positives. Ce sont notre baromètre. C'est elles qui nous permettent de savoir ce qui va bien et ce qui va moins bien dans notre corps. Donc c'est bien de les accepter et on peut être en colère contre l'homme et alors je l'ai compris, hein, j'en parle aujourd'hui parce que je l'ai compris. Déjà parce que j'ai entendu les femmes de ma lignée me dire: «On ne peut pas compter sur l'homme». Ah bon? Pour quelle raison on peut pas? Et en fait, on s'aperçoit qu'on pose pas de questions. On prend ce qu'on nous donne. Donc pendant des années, j'ai entendu qu'on pouvait pas compter sur l'homme, mais je ne savais pas pourquoi. Je savais juste il y avait cette phrase qui faisait qu'effectivement, moi, j'allais toujours chercher des hommes sur lesquels je pouvais pas compter. Ah bah oui, j'étais en loyauté avec, ma lignée féminine. Et puis un jour et grâce à ce métier-là, je me suis mis à réfléchir et à aller poser des questions. Mais pour quelle raison on peut pas compter sur l'homme? Donc la première a dit: «Ben, voilà, ben, il est parti à la guerre, il est pas revenu. J'ai pas je me suis retrouvée seule avec des enfants, j'ai pas pu, compter sur lui. Ben, moi, il est parti travailler dans un autre pays, il revenait tous les 2 ans et j'ai été obligée d'élever mes enfants toute seule, je n'ai pas pu compter sur lui. Ah ben, lui, ben, il est mort, donc du coup, on n'a pas pu compter sur lui et puis en plus de ça, ben, j'ai été abusée par un homme, donc en fait, les hommes, attention, ça fait peur» et en fait, le mix de tout ça fait que l'homme, c'est devenu la bête noire. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit: «Mais moi, les hommes ont toujours été adorables avec moi et moi, je porte ça» et chaque fois, c'est comme si quelque part, c'était sur le front de la personne. Celui-là, en fait, il faut que j'aille le prendre parce qu'en fait, il est en accord avec ce que me disent toutes les femmes de ma lignée. Hein, comme si sur son front: «Tu peux venir, c'est bon, tu auras pas confiance en moi et je vais te faire un truc qui te correspond pas». Et énergétiquement, parce qu'aujourd'hui je peux pas prouver ça, mais je peux parler que de l'énergie qui circule tout le temps et qui va très, très vite. Ben, en fait, on va chercher très souvent l'autre, hein, l'autre personne, si je me mets en tant que femme, l'homme, qui correspond au modèle qui nous a été inculqué, conditionné par toute notre lignée féminine. Je suis issue d'une lignée de femmes qui ont été battues, violentées. C'est ancré parce que la violence intrafamiliale eh bien, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve sur, beaucoup de générations, au minimum 5. Ça s'intègre dans le fonctionnement familial comme une espèce de normalité. Quand on ne connaît que ça, parfois d'ailleurs, la violence, les coups, les gestes sont les seuls gestes d'amour et de considération que pense recevoir un enfant.
Donc du coup, ça s'intègre comme une espèce de normalité. Si moi, j'ai vu ma mère se faire violenter par mon père ou si même j'ai été violentée par mon père, il y a des grandes chances pour que j'aille chercher un homme qui soit violent. Et si j'en trouve un qui est adorable, je risque de, comme je l'ai vu dans mon cabinet, que des femmes ont dit, je risque de le pousser à bout jusqu'à qu'il y ait un moment donné, il craque et que je puisse me dire: «Ah bah ouais, ma mère, ma grand-mère, elles avaient raison, ils sont tous pareils». Donc ça va jusque-là, c'est-à-dire qu'on peut effectivement aller chercher, parce qu'on porte ce fonctionnement, cette manière d'être, ce conditionnement, on peut aller chercher la personne idéale qui va nous remettre dans ce conditionnement, qui va nous permettre du coup, c'est ce que Anna Schutzenberger appelait la fameuse patate chaude, de la garder bien chaude, de la patate, en se disant: «Bah oui, de toute façon, elles ont raison, c'est tous les mêmes, quoi». Et en fait, de le passer à la génération d'en dessous, jusqu'à ce qu'à un moment, il y a quelqu'un, et les gens comme nous qui travaillons sur les lignées, tout ça, fassent refroidir cette fameuse patate chaude et en se disant: on peut faire différemment, on peut penser différemment, on peut rendre à toutes ces personnes de notre lignée leur histoire qui ne nous appartient pas, c'est elles qui l'ont vécue. Mais par contre, nous, on n'a pas à en porter la répercussion. Et c'est à partir de ce moment-là où on se dit: «En fait, stop, en fait, ça passera pas par moi», hein. Ça me fait penser à une pub pour une autre chose, mais en tout cas, c'est exactement ça. C'est: je décide aujourd'hui de créer ma vie comme je l'entends. Et je vais rajouter juste 2 petites phrases qui sont importantes pour moi. C'est que, la famille, avec cette famille ne nous fait passer ah non, elle nous fait passer plein de choses, si je peux m'exprimer ainsi. Et bah, les gens qui viennent nous voir en thérapie nous parlent beaucoup de choses moches, en tout cas, de choses qui se sont passées, de choses qu'on porte. Il faut jamais oublier que la famille aussi, nous transmet des choses merveilleuses, magnifiques, hein, des belles personnes que nous sommes tous. Ça, il faut jamais l'oublier. Alors, souvent, comme elles sont jolies, on s'y attache pas vraiment, mais il faut vraiment y penser, parce que c'est très, très important. Voilà, et c'est grâce aussi à toutes ces choses-là, qu'on va pouvoir aussi commencer à travailler sur l'estime de soi. Parce que l'être humain par excellence voit toujours le négatif d'abord et pas le positif. Notre travail aussi, c'est se dire: «Mais il y a plein, plein de positifs» et ce que nous ont fait passer nos parents, déjà le plus beau cadeau qu'ils nous ont donné, le plus beau cadeau qu'ils nous ont fait au monde, et bien en fait, c'était notre naissance. Et il faut jamais oublier de remercier nos parents de nous avoir donné naissance. Après, à partir du moment où nous sommes adultes, c'est de se dire: «Mais si j'attends encore quelque chose de mes parents, c'est que j'ai encore mon petit moi qui est à l'intérieur et qui tape à la porte. Mais aujourd'hui, je suis un adulte. Aujourd'hui, tout ce que je rêve que m'apportent mes parents depuis des années, je peux me l'apporter». Et c'est en ça qu'il est important de travailler sur tout notre positif, sur toutes nos forces, et on en a. Mais parfois, le négatif a tendance à mettre un pied sur les forces et en fait, on ne voit que le négatif, on ne voit que le moins. Allons donc chercher le plus et on arrivera beaucoup plus facilement à se reconstruire. Oui, c'est très, très beau ce que tu me dis. Ça me donne des frissons et ça résonne, fortement aussi avec, ma vision par rapport, à ça. Donc merci Véronique, merci beaucoup pour, Avec tes plaisir. mots. Et justement, j'aimerais, que tu nous expliques un petit peu ou selon ta vision, quelle est la différence entre comprendre son histoire et libérer ce qu'elle contient? Alors, pendant des années, quand j'ai eu mon premier cabinet, j'entendais une phrase assez récurrente, c'est: «J'ai bien compris, mais j'en fais quoi?» Donc c'était la phrase que j'entendais tout le temps. Nous avons tous et toutes une intelligence relative, hein, qui n'est pas au même niveau suivant les personnes, mais c'est sans gravité. Et on a tous la capacité d'entendre et de comprendre la raison pour laquelle on ne va pas bien. Parce que voilà, il y a plein de gens qui sont formés pour ça. Il y a des livres, parfois le fait de lire une phrase où il peut y avoir une prise de conscience, écouter quelqu'un, donc il y a diverses façons de prendre conscience de: «Ah bah oui, si je fais ça, mais je suis sûre que ça vient à tous les coups, ça vient ça». Ou alors vraiment, je comprends que j'ai cette maladie parce que je viens d'entendre qu'on pouvait avoir, dans plusieurs lignées d'affilée les mêmes maladies au même âge, et ben voilà, je fais pareil, quoi. Donc ben, je comprends que ça puisse m'arriver, mais ça me suffit pas. Comment je fais pour en sortir? Donc analyser les liens transgénérationnels,
faire de la thérapie où en fait on comprend, comment on fonctionne, en fait, je dirais que tout le monde sait à peu près faire ça. Pardon. Donc c'est assez, on va dire, facile de pouvoir travailler sur son histoire, analyser, notre fonctionnement, nos schémas, notre famille et cetera. Et sur à peu près 10 personnes qui comprennent comment ils fonctionnent, il y en a à peu près 2, 3 qui vont tout de suite intégrer comment changer et comment évoluer. C'est-à-dire sans qu'on fasse de travail autre, que celui de la prise de conscience. C'est comme s'il y avait un pof, une grande claque dans la figure et qu'en fait, qui vient directement dans notre ordinateur central, c'est reset. Bon, reset peut-être, parce que sinon on va se foutre de moi. Donc on fait reset et effectivement, tout de suite, il y a un autre programme qui s'installe et c'est fait. C'est-à-dire, on se dit, OK, à partir d'aujourd'hui, je serai plus comme ça. À partir d'aujourd'hui, je décide de faire autrement, etc. Mais il faut savoir que pour les 7 autres, hein, pour 70% des autres, on est tellement emprunt, on est tellement conditionné par nos programmes qu'ils sont là et ils sont installés. C'est-à-dire que j'ai un programme dans mon ordinateur comptabilité, il ne me plaît plus, mais je ne veux pas le changer. Si je n'ai pas le mode d'emploi sur comment supprimer l'application et sur l'enlever, et ben en fait, je vais me dire, tant pis, je continue quand même avec celui-ci ou celle-ci. Donc, dans un certain nombre de cas, il va falloir mettre en place des outils. J'en parlais tout à l'heure quand on a parlé des neurosciences, en fait, et de tous les programmes, parce qu'il y a un lien entre, allez, dans ma famille, je vais prendre un exemple concret, comme ça on va plus facilement comprendre. On va imaginer que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, était fiancée et l'homme à laquelle il était fiancé est parti à la guerre. Ils n'ont pas eu le temps de se marier et en fait, il n'est pas revenu parce qu'il est mort. Donc par dépit et parce que je le sais ou j'ai eu l'info ou en tout cas parce que ça s'est vu, mon arrière-grand-mère, du coup, alors ne s'est pas mariée avec cet homme-là, mais c'est resté l'homme de sa vie. Vraiment, elle était amoureuse. Sauf que du coup, par dépit, elle s'est mariée avec un autre homme. Mais elle l'a toujours dit ou elle l'a toujours fait faire sentir. Elle l'aimait, le deuxième homme, mais c'était pas l'homme de sa vie. Donc, parce qu'elle a vécu un gros traumatisme, un gros choc émotionnel du fait d'avoir perdu l'amour de sa vie, bon, et d'avoir, on va dire, trouvé un autre homme après pour construire sa vie, le cerveau a pu enregistrer que lorsqu'on rencontre l'amour de sa vie, ça ne va pas jusqu'au bout. Eh bien, bizarrement, dans les 3 générations d'en dessous et arrivé, alors c'est un exemple, ça ne m'est pas arrivé à moi, mais c'est arrivé à une de mes clientes. Je peux, moi, aller voir un thérapeute en me disant: «Je ne comprends pas. Chaque fois que je rencontre un homme duquel je suis raide dingue, ça va jamais». Alors soit il n'est pas libre, il est marié et ça ne le fait pas, soit il y a un truc qui se passe et du coup, il s'en va, il me quitte, donc c'est jamais possible et chaque fois, par contre, que je suis beaucoup moins amoureuse d'un garçon, mais bon, ça pourrait, marcher ça fonctionne, mais du coup, c'est un peu moins top et je suis déçue parce que chaque fois que vraiment je suis très amoureuse, ça va pas jusqu'au bout et ça, je me rends compte que ma mère a vécu la même chose. Elle m'a dit: «Tiens, je ne me suis pas mariée avec l'amour de ma vie parce que ça n'a pas été possible». Parfois pour une autre raison. Chez cette cliente, par exemple, elle faisait les vendanges. Elle était partie faire les vendanges. Elle est tombée amoureuse d'un vendangeleur qui n'était pas, de son pays. Et du coup, quand elle l'a quand même, donc présenté à ses parents, mais ses parents n'étaient pas du tout d'accord. Ils voulaient pas que leur fille se marie avec cet homme-là et sans qu'elle le sache, elle l'a eu 20 ans après. Ils ont payé ce garçon pour qu'il quitte leur fille et qu'il y ait plus jamais de nouvelles. Donc elle, du jour au lendemain, ce garçon est parti, elle a plus jamais eu de nouvelles. Il a changé de numéro de téléphone, mais il y avait eu une grosse somme à la clé. Alors, il n'avait pas été tué pendant la guerre, mais c'est comme si quelque part, ce qui était important, c'est l'émotion. On ne peut pas faire sa vie avec l'amour de sa vie. Donc, il se passe un truc qui fait que... Et la génération du dessus, la même chose. Donc, en fait, ce qui est fou, c'est qu'effectivement, on peut porter donc une répercussion de schéma qui va venir en fait se déposer et qui fait que
si ça s'arrête pas, et ben peut-être que si cette femme qui vient me voir a une fille, et ben en fait, elle vivra exactement la même chose si elle est en répétition. Après, elle pourra peut-être être en réparation et elle se marier avec l'amour de sa vie parce que en fait, on part toujours d'une problématique. On ne va jamais se dire, ouh là là, elle, là, la petite, là, elle risque de vivre la même chose, on va tout de suite travailler sur elle. Absolument pas. Comme on sait qu'on est soit en répétition, soit en réparation, on part toujours de l'adulte et d'une problématique qui l'habite. OK? Oui. Après, je ne sais plus la question que tu avais posée parce qu'une fois que je pars là-dedans, je suis mais C'était, je reprends aussi moi la question, c'était quelle est la différence, voilà, entre comprendre son histoire et libérer, ce qu'elle contient? voilà, donc j'y vais. Merci, mais c'est vrai que des fois, je pars dans mes histoires et j'y suis dedans. Et en fait, cette femme-là, pour arriver justement, parce elle était très amoureuse d'un garçon qui n'était pas libre, qui lui disait tout le temps qu'il allait quitter sa femme, qu'il n'aimait plus, etc. Mais c'était compliqué et a priori, il n'y arrivait pas. Et elle était vraiment très, très accrochée à ce garçon en se disant, je veux pas le laisser partir. Lui, je veux pas le laisser partir. Et en fait, on a travaillé, alors moi je travaille avec des actes qu'on appelle des actes symboliques, qu'Alejandro Jodorowsky appelait les actes psychomagiques, puisque chacun en fait entre Anne Ancelin et Alejandro avait leur nom. Donc, ils sont des actes qui sont écrits. Je travaille également, j'ai créé, parce qu'une fois j'ai une dame qui est venue me voir avec les 2 canaux carpiens opérés qui ne pouvaient pas écrire. J'ai créé, parce que j'étais sophrologue à la base et que je connaissais bien l'outil, des méditations spécifiques, déprogrammation, reprogrammation, donc ils sont vraiment faites pour la psychogénéalogie transgénérationnelle, qui donc vont travailler sur le fait de déprogrammer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déprogrammer et reprogrammer? En 2 mots, que ce soit les actes écrits ou la déprogrammation, c'est je me détache de l'histoire de ma lignée féminine, dans ce cas-là, qui ne m'appartient pas. Je rends à mon arrière-grand-mère Lucette son histoire avec son amoureux et avec l'amour de sa vie avec lequel elle n'a pas pu partager sa vie, qui ne m'appartient pas. Donc, je déprogramme. Alors, je vous le dis comme ça, mais c'est un travail qui est un peu technique. Et un deuxième acte qui est, du coup, je reprogramme. Dans je reprogramme, c'est je m'autorise. Je m'autorise à rencontrer, je m'autorise à faire ma vie avec cet homme que j'aime. Et on va dire, c'est pas, j'appelle pas ça de la magie, mais les gens le disent souvent en disant, mais c'est magique. Depuis que j'ai fait vos actes symboliques, eh ben, mon compagnon vient de demander le divorce à sa femme. Alors que jusque-là, en fait, elle restait dans ce schéma. Et elle ne pouvait pas en sortir tant que ça n'était pas réglé, tant qu'elle portait toujours. Donc, en fait, c'est ça. La différence, c'est, ah bah oui, je prends bien conscience que toutes les femmes de ma lignée n'ont pas pu se marier avec l'homme dont elles étaient amoureuses. Je comprends. Si je reste là, je ne fais que comprendre. Par contre, je déprogramme, je me détache. J'enlève ce programme qui est conditionné dans mon cerveau, je le rends à la personne en fait à qui il appartient et je remets quelque chose en place qui est mon propre chemin, ma propre vie, mon propre regard sur l'homme. Et en fait, voilà, la différence entre les deux. Très souvent, s'il n'y a pas ce travail de déprogrammation, reprogrammation, on reste dans j'ai bien compris, mais j'en fais quoi? Oui. Parce que comme tu le dis, il y a, cette programmation aussi qui est dans notre cerveau, hein, qui est inscrit dans notre système nerveux. Mais si ça marche aussi, c'est parce que, c'est un langage qui vient aussi parler à l'inconscient, et c'est dans cet inconscient-là qu'il y a aussi toute cette mémoire, cette charge émotionnelle, et c'est là où des fois, dans ce travail, on se dit: «Ah mais je répète» ou «Je comprends», voilà, je comprends, donc on reste toujours dans le mental ou autre, il y a rien qui change, mais on oublie aussi que c'est vraiment un travail de l'ombre. Alors quand je dis l'ombre, c'est pas le côté mauvais, hein, c'est vraiment cet inconscient, ce côté, profond, Tout à hem, fait. Bah, en fait, c'est enfermé dans nos petits tiroirs. En fait, OK, l'être humain par excellence n'aime pas souffrir. Donc tout ce qui nous a fait souffrir ou tout ce qui pourrait nous faire souffrir à nouveau, on le range. Donc dans l'inconscient, hein, dans le cerveau émotionnel inconscient et notre conscient, le conscient, c'est je suis là, je suis en train de discuter avec Jennifer. Lui, il met les barrières de sécurité. L'inconscient, il est là justement pour gérer le fait de ne pas aller chercher ce qui fait mal dans l'inconscient.
Donc du coup, effectivement, chaque fois qu'il y a une prise de conscience qui pourrait me faire mal ou aller chercher un truc qui me fait mal, il bloque. C'est pour ça que d'ailleurs souvent on se fait balader par les gens ou on se balade tout seul parce que les gens vont toujours nous emmener là où ça fait pas trop mal. C'est pour ça qu'on apprend aussi à poser les bonnes questions, celles qui vont aller faire réagir. Et c'est pour ça que dans ces actes symboliques ou ces méditations, alors aujourd'hui on sait qu'en méditation on met les gens en onde alpha et on les met dans une espèce de bulle de sécurité qui fait que du coup, en mettant le conscient en sécurité, on va pouvoir, avec nos mots, aller farfouiller dans les petites boîtes de notre inconscient. Dans les actes écrits, pour faire ça, je vais pas en dire plus parce qu'après c'est un peu plus technique, mais on va utiliser une autre méthode. On va écrire les actes sur lesquels on dépose ces mots de déprogrammation et reprogrammation. Si on est, par exemple, droitier, on les écrit avec la main gauche. Si on est gaucher, on les écrit avec la main droite parce que on va un peu feinter le conscient en l'obligeant à se centrer exclusivement sur chaque lettre, chaque mot et chaque phrase, comme écrire de la main opposée, c'est compliqué. Et en fait, pendant qu'il est complètement bloqué sur dessiner le mieux possible une lettre, eh bien, les mots qui sont écrits vont aller pénétrer dans l'inconscient émotionnel. Donc, voilà comment ça fonctionne. Alors, ça a l'air bizarre, un peu comme ça, mais je peux le dire parce que ça fait 20 ans que j'en fais, ça fonctionne. Voilà. Alors, après, il y a des résistances. C'est pour ça que je dis c'est pas de la magie. Parfois, on veut changer, mais le mal-être nous apporte aussi, et souvent sans s'en rendre compte, quelque chose qui est bénéfique pour nous. Donc, si on lâche le mal-être, on lâche également ce qui est bénéfique. Et tant que ce qui est bénéfique est supérieur au mal-être, on reste dans le mal-être. Tout à fait, oui, parce qu'il y a quelque part une perte, d'identité, qui je suis, sans, la maladie, sans, voilà, et ça peut faire, ça fait peur, en fait, pour certaines, personnes, tout simplement. Oui. Mmh. Ça déséquilibre. En fait, c'est voilà, j'ai plus ce qui m'équilibrait et donc oui, ça c'est très important. Mais on travaille dessus. On travaille toujours sur les résistances quand on voit qu'il y Oui, a des résistances, c'est normal. oui, et ce que je voulais aussi, dire, quelque part dans le schéma qui se répète, alors par exemple là, dans une relation amoureuse, hem dans un partenaire, voilà, un homme qu'on va choisir qui sera peut-être toujours indisponible, enfin voilà, qu'importe, la personne. Il y a, au final, je trouve la clé, en fait, de notre problématique, en fait. Je veux dire, c'est pas non plus anodin quelque part si je vais voilà, parce que j'ai cette programmation, mais en même temps, cette même programmation me montre comment je pourrais, quelque part la régler en fait, la libérer? Je sais pas si c'est assez, Alors si tu alors, vois en ce que fait, je si veux on dire? parle alors c'est un sujet que je connais bien parce que je l'ai beaucoup travaillé dans mon cabinet, le couple. Alors peut-être parce que je l'ai aussi beaucoup travaillé sur mon histoire et quand on monte une marche, on est apte à aider les autres à la monter. Le couple, c'est quelque chose déjà de pas simple, parce que ça se saurait si c'était simple. Et il faut savoir qu'en fait, entre deux adultes, donc un couple, alors homme-femme, homme-homme, femme-femme, je veux dire aujourd'hui, voilà, il y a plusieurs styles de couple, on va dire, et c'est OK. Il y a toujours dans deux adultes, deux enfants qui n'ont pas tout réglé de leur enfance. Et en fait, quoi de mieux que l'espace du couple pour essayer de régler ce qui n'a pas été réglé pendant notre enfance? Pourquoi? Parce que on a tous en face de soi une personne adulte dans laquelle il y a soit l'enfant, donc qui a parce qu'on a tous, des blessures, il faut pas non plus se leurrer. Moi, les gens ils me diraient: «J'ai tout réglé», je les fuirais parce que c'est pas possible. On peut pas avoir tout réglé. Je pense qu'il faut une vie, peut-être même plus. Donc du coup, on a cette, personne en face de nous qui peut être soit symboliquement l'adulte dont on a manqué et du coup avec lequel on veut réparer des choses, soit symboliquement notre propre miroir d'enfant, soit symboliquement un enfant si moi je me positionne en tant qu'adulte. Donc l'espace du couple, c'est quelque chose d'hyper complexe et on comprend pourquoi c'est complexe. Parce qu'effectivement, c'est l'idéal. On est deux, en tout cas à la base, et on va essayer de régler tout ce qu'on n'a pas réglé pendant notre enfance. Il faut savoir que
toutes les blessures, tous les manques, tous les traumatismes, tous les manques, enfin oui, j'ai déjà dit, donc qu'on a eu pendant notre enfance, on essaye tous de les régler dans notre vie d'adolescent et d'adulte. Donc, il va falloir qu'on aille tous se cogner à des situations qui vont être là pour qu'on puisse guérir, tout simplement. Donc, quoi de mieux que l'espace du couple? Donc, il y a différents fonctionnements de couple. On va dire que, et en fait, on se dit toujours, mais oui, mais c'est pas marqué sur son front qu'il fallait que j'aille le chercher celui-là. Non, mais c'est qu'en tout cas marqué quelque part où il y a quelque chose qui émane énergétiquement de cœur à cœur. Ça, je vais pas rentrer dans les détails. Mais si par exemple je suis une femme et que j'ai manqué de mon père était absent, eh bien en fait, j'ai 2 solutions, puisque soit je répète, soit je répare. Dans l'homme que je vais trouver pour, en fait créer mon couple, eh bien soit je vais réparer en allant chercher un homme hyper présent. C'est-à-dire qui m'apporte tout ce que je n'avais pas avec mon père. Soit je vais rencontrer un homme qui du coup, dès que peut être assez présent au départ, mais paf, allez, il vient de changer de boulot et là, il part en mission 3 semaines par mois. Et quelque part, il vient absent et je me dis: «Mais c'est pas possible» et du coup, je vais en vouloir et je vais me remettre dans mes manques. Donc il va faire que du coup, je vais créer un lien avec mon compagnon ou mon mari qui va être un lien où en fait, je vais me dire: «Mais c'est pas possible». Je me retrouve aussi dans la même situation en me sentant abandonnée que ce que je le faisais avec mon père et au lieu d'avoir un fonctionnement homme-femme dans mon couple, j'aurai ce qu'on appelle un fonctionnement parent-enfant où l'un des 2 sera parentifié et très souvent, c'est une fois l'un, une fois l'autre, parce qu'on va jamais chercher l'autre par hasard. Celui qui est parentifié à un moment donné devient l'enfant et va chercher l'autre parce que peut-être il aura manqué de mère ou manqué d'attention de sa mère, et cetera. Donc du coup, on va essayer de régler ce qu'on n'a pas eu avec l'autre. Et s'il y a pas de communication, s'il y a pas de conscience de comment fonctionner, eh bien, en fait, on arrive parfois à des déséquilibres, voire des séparations, voire des divorces, tout simplement parce qu'on ne s'est pas compris. Moi, je me rappelle d'un couple, faut que je vous la raconte celle-là parce qu'elle est chouette. Un petit couple qui arrive quand j'habitais, Millau. J'ai eu un cabinet pendant 10 ans à Cannes et après 10 ans à Millau, dans l'Aveyron et j'avais un couple alors, on voyait que le monsieur était pas tout à fait d'accord pour venir. Elle l'avait traîné là et en fait, elle me dit: «Oui, je viens vous voir parce que je suis sûre qu'il me trompe» et lui, il me dit: «Mais pas du tout, mais moi j'en ai marre là qu'elle me saute dessus, elle veut toujours me lécher la figure et moi ça me plaît pas». OK, donc c'était posé et je demande juste à chacun comment ça se passait dans leur enfance. Elle me dit: «Ben, moi, je suis dans une famille aimante. On se voit 10 fois par jour, on se prend dans les bras, on se fait des câlins, on s'embrasse, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et cetera». OK. Vous, monsieur? Il me dit: «Moi? Nous, on se lève avec mes parents, on se serre la main». Il me dit: «Mon père, il m'a toujours dit: "Moi, j'aime pas quand on me lèche là, la figure, donc chez nous, pas de bisouilles"». Donc effectivement, lui, il vient d'une famille où on se bisouille pas, où on se prend pas dans les bras et il y a un moment donné, comme ça, ils en ont pas conscience, ils arrivent pas à se rencontrer. Elle pense que quand elle va, le voir et qu'il la repousse, c'est qu'il l'aime pas ou qu'il l'aime plus et lui, il se sent totalement étouffé par cette femme qui lui saute dessus à n'importe quelle occasion. Déjà, le fait d'en prendre conscience, on voit tous les 2 il y a une espèce de truc qui s'allume en disant: «Ah ouais, on commence à comprendre» et je leur dis: «Bah, vous voyez, l'idéal en fait, c'est de vous rencontrer et de créer vos propres règles à vous. Alors si c'est pas 10 fois par jour qu'on se bidouille, bah, peut-être on se dit: "Allez, le matin quand on se lève" et cetera ou pendant les câlins, j'en sais rien et puis voilà, donc il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Mais si on le sait pas et j'ai beaucoup ri parce que le monsieur, il dit à sa femme, ouais, et bah, tu vois, elle a compris, elle m'a pas culpabilisée comme l'autre qui me disait que c'était de ma faute. Donc peut-être qu'effectivement, il avait entendu ou il avait compris qu'en fait, c'était de sa faute, qu'il fallait que lui fasse un pas en avant, alors qu'en fait, c'était tous les 2. Ils devaient faire un pas en avant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que oui, on va chercher chez l'autre quelqu'un qui n'arrive pas là par hasard. Pourquoi parfois on est avec des hommes, alors je parle de la femme, mais c'est dans les 2 sens, hein, attention, je ne suis pas en train de dire que tous les hommes, il y a que les hommes qui sont comme ça, donc je tiens bien à dire. Mais là, par rapport à ton podcast, on va parler de la femme. Pourquoi très souvent on a des femmes qui sont avec des hommes dominants, voire dominateurs, voire autoritaires, voire plus, et qu'on y reste?
Parce que peut-être que ces femmes, ce qu'elles cherchent le plus pour s'équilibrer, c'est par exemple la sécurité. Et on voit très souvent des femmes qui sont avec des hommes dominateurs, mais qui par contre leur amènent une sécurité financière, par exemple, ou parce qu'ils sont présents alors qu'elles en souffraient terriblement. Donc en fait, on va jamais, et ça c'est le bénéfice secondaire, c'est-à-dire qu'on est capable d'endurer de la domination, voire des coups, etc. Si par contre notre blessure d'enfant, en fait, est comblée par cet homme qui nous apporte ça. Donc c'est la prise de conscience de ça, de quelles sont mes blessures et du coup, de travailler sur le fait de combler soi-même ses blessures. Travailler sur l'estime de soi, ça passe et tu le sais très bien, c'est ton travail aussi, c'est de réapprendre à la personne et de lui fait qu'elle puisse intégrer qu'elle est capable, que tout le monde est capable de s'auto-sécuriser. Il y a que l'enfant qui est en insécurité. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si je cherche encore en tant qu'adulte à être sécurisée par un autre adulte, c'est que j'ai une problématique avec mon petit enfant. Parce que je suis tout à fait, moi, en tant qu'adulte, j'ai tout à fait la capacité de m'auto-sécuriser, de me dire que je suis une belle personne, de me prendre dans mes bras en me disant: «Mais je m'aime». Et tout ça, en fin de compte, c'est ce qu'on apprend à faire aux gens qui ne pensent pas que c'est possible et qui ne savent pas que ça peut se faire, hein. Mais on va toujours chercher l'autre pour combler quelque chose, pour remplir quelque chose. L'idéal en soi, ça serait d'avoir un couple où l'un et l'autre cheminent chacun à côté de l'autre en disant: «Je t'aime». Mais si demain, bah, tu tomberais de dingue ou tu as un coup de foudre pour quelqu'un et que c'est vraiment avec cette personne que tu dois aller, j'en souffrirai parce qu'aujourd'hui je t'aime et je passe de merveilleux moments avec toi, mais je ne vais pas en mourir. C'est-à-dire que tu ne seras pas ma béquille qui va partir et qui va me déséquilibrer, non. Je continuerai à cheminer sur mes 2 jambes et du coup, bah, moi aussi, j'ouvrirai la porte à quelqu'un d'autre. Ça serait voilà, ça c'est l'idéal dans un couple, mais qu'on retrouve très Mmh. peu souvent, à partir du moment où les gens travaillent et les 2. Parce que très souvent, il y en a un qui travaille et l'autre qui reste un petit peu en arrière, hein. Alors Mmh. attention, travailler sur soi, évoluer, grandir, permet aussi à l'autre parfois de se réajuster. Mais ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'on ne peut jamais changer l'autre. L'autre, c'est à lui de faire le travail. Par contre, c'est en changeant nous que l'autre peut ou pas évoluer. Mais en tout cas, le fait d'évoluer nous fait qu'en face de nous, la personne jette un autre regard et elle peut se réajuster et avancer aussi. Oui, oui. Mmh. Et que penses-tu du pardon dans le travail du transgénérationnel? Alors, moi, le pardon, alors je l'ai travaillé beaucoup parce que dans ma pratique, tout au début, alors je ne savais pas pourquoi, après je l'ai compris, parce qu'on a toujours des gens qui touchent à notre histoire, qui viennent nous voir et plus on en a, plus ça veut dire qu'on a peut-être quelque chose à aller creuser et à comprendre. J'ai énormément travaillé en début de mon parcours sur des femmes et des hommes qui avaient été abusés et je comprenais pas. Je disais: «Bah, ouais, non, mais moi je l'ai pas vécu le truc, mais qu'est-ce qui se passe?» Bon, après j'ai compris, hein, en allant fouiner. Par contre, ce que j'ai compris et ce que j'entendais la plupart du temps, c'est, ces gens-là qui me disaient: «Moi, on me dit», parce qu'il y en avait beaucoup, bah, qui avaient des soucis, qui n'arrivaient pas à retrouver, l'âme sœur ou, qui étaient toujours très en colère. Alors quand je prends les femmes qui étaient en colère contre l'homme, qui faisaient payer aux hommes qu'ils rencontraient ou alors j'en ai rencontré qui, n'avaient pas jamais pu faire leur vie, pas avoir des enfants, enfin voilà, avec des choses très spécifiques et je me rappelle d'une dame qui me dit, moi j'ai fait, 25 années de thérapie et chaque fois on me disait, bah, soit de mettre avec, dans ma poche avec un mouchoir dessus ou alors on me disait: «Il faut pardonner» et elle me disait: «Mais moi je peux pas pardonner à cet homme». Elle me dit: «Moi ça fait, 30 ans que j'ai été abusée et j'y pense tous les jours». En fait, à l'intérieur de moi, tous les jours, il y a ce que cet homme m'a fait subir, ce qu'il a gâché dans ma vie, ce qu'il a tué dans ma vie et en fait, je revois tous les jours cet homme et en fait, il c'est lui qui m'a bousillé la vie et moi, je peux pas lui pardonner et elle me dit: «Mais ça veut dire que j'irai jamais mieux» et il y a un moment donné, vous savez, où il y a des trucs qui nous descendent. J'ai beau dire que je suis pas connectée, des fois, bah, il y a des choses, et là, je lui dis: «Mais bah, moi, j'ai une bonne nouvelle». Je lui dis: «En fait, je pense que vous avez le droit
de ne pas pardonner à cette personne. Parfois, on peut comprendre ce qu'a fait cette personne. La personne qui a été abusée, parfois et souvent abuse. Donc, même si on a compris que, ça permet pas d'excuser, de pardonner à la personne. Je lui dis par contre, je vous la fais courte parce que sinon on est parti pour 2 heures. Je lui dis par contre, il y a une chose qui est importante, c'est que vous me dites que ça fait 30 ans qu'en fait, à l'intérieur de vous, il y a pas d'autre place que pour cet événement et cette personne. Elle me dit: «Oui, c'est le cas». Je lui dis: «Moi, je voudrais savoir, est-ce que cet homme est à tel point important et intéressant qu'il mérite que vous lui mettiez, que vous lui donniez, que vous lui laissiez tout ce qui est à l'intérieur de votre vie et de votre corps?» Et là, il y a eu le parce que je lui dis: «Il y a peut-être une chose, vous n'êtes pas obligé ni de l'excuser, ni de lui pardonner, voilà, ça, c'est pas un souci. Par contre, la seule personne à laquelle vous devez pardonner pour avancer, c'est vous. Et vous devez vous pardonner d'avoir laissé tant de place à cet homme qui ne le mérite pas. Parce qu'en fait, on n'en a pas conscience, mais chaque fois, on nourrit ces personnes, on nourrit cet événement et en fait, c'est complètement inné, inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, on construit sa vie sur un traumatisme et parfois on ne laisse pas d'autre place dans sa vie que ce traumatisme et la personne qui nous a fait vivre le traumatisme. Et tout bien réfléchi et je pense que s'il y a des personnes qui ont subi des choses comme ça, qui écoutent, ce podcast, elles vont dire: «Mais oui, en fin de compte, est-ce que cette personne mérite que je lui donne autant d'attention?» Qu'en tout cas que je lui ai donné et il faut pas s'en vouloir, il faut pas culpabiliser, c'est un mécanisme conscient. Par contre, il y a un moment donné où s'il y a cette prise de conscience, on doit se dire: OK, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ce qu'il faut pour me pardonner, d'avoir en fait de ne m'être pas autorisée à laisser entrer dans ma vie autre chose que ce que j'ai subi il y a 20 ans, 30 ans, 10 ans, 2 ans en arrière, parce qu'en fin de compte, ça ne le mérite pas. Moi, je mérite d'y faire entrer autre chose et c'est en ça que je vais me pardonner. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne avec le pardon. Voilà, ça m'appartient. Oui. Et c'est quelque part, retrouver, sa souveraineté, je pense, intérieure et son pouvoir au final, d'action aussi. Exactement, exactement. Sinon, c'est l'autre qui a le pouvoir, hein. Moi, je dis C'est ça. toujours, on est toujours 2, hein. À un Mmh. moment donné, c'est comme un Mmh. jeu qui gagne. Là, pendant 30 ans, cet homme avait Mmh. gagné. Là, c'était à elle de prendre le dessus et Ouais. c'est ce qu'elle a fait et elle a complètement changé et à 52 ans, elle a retrouvé l'amour alors qu'elle ne se l'était jamais autorisée. Mmh. Elle s'est autorisée à laisser rentrer en elle de la joie, du bonheur, de l'amour, toutes ces choses-là et ça ne veut pas dire qu'elle lui avait pardonné. Après, on a fait d'autres travails derrière parce qu'il y a aussi des travails pour travailler sur la colère et cetera. Il faut réhabiliter l'homme parce qu'en fait, dans ce travail-là, le pardon, en tout cas ce travail précis, là, l'exemple que je vous ai donné, il y a effectivement le pardon sur soi, mais il y a le fait aussi de réhabiliter l'homme. Tous ne sont pas comme ça. Réhabiliter la femme, en fait, hein, la femme, laisser réémerger la femme. Travailler sur l'estime de soi, bien évidemment, puisqu'effectivement, voilà, je me suis rendu compte dans toutes ces personnes que j'avais reçues qui avaient été abusées, c'est qu'il y avait la première chose à travailler, c'est réhabiliter l'état de victime. Parce que toutes ces femmes et ces hommes, en fait, ont été souvent par leurs violeurs, ont été, affublés du terme de coupable. Voilà Mmh. et Mmh. donc il faut en premier réhabiliter, le fait d'être une victime et que ce soit l'autre qui soit coupable. D'accord? Donc il Oui. y a un cheminement à faire, ça se fait pas, en 2 coups de cuillère à peau comme disait ma grand-mère, mais en tout cas, c'est possible. Voilà et c'est Oui. ça la bonne nouvelle, c'est de se dire qu'on peut recommencer à construire sa vie et on peut recommencer à être heureux et à se remplir de bonheur. Oui. Est-ce que ce serait ça, quelque part, selon toi, ta vision de la guérison individuelle, collective à travers ton travail? Je pense que ça y prend part. Je pense que c'est important. Alors, je suis une grande rêveuse et je me dis que, ça devrait commencer beaucoup, 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 beaucoup plus tôt. Ça devrait commencer à l'école, où en fait, pour moi, il y a quelque chose qui est primordial, ça serait la communication, l'écoute, parce que je trouve que le jugement commence très, très tôt et un enfant qui juge, c'est un enfant qui ne sait pas, c'est un enfant qui ignore. Moi, je me rappelle avoir vécu quelque chose dans la classe d'un de mes enfants. Il y avait un petit garçon, donc qui avait le syndrome de Gilles de la Tourette, qui est arrivé en milieu d'année
Et du coup, la maîtresse, donc qui avait, elle, un enfant autiste et bon, je parlais beaucoup avec elle et elle me dit: «C'est compliqué parce que, bah, c'est des enfants qui souvent, bah, disent des mots vulgaires, et en fait, voilà, comment vont réagir les autres enfants?» Et en fait, et c'était en primaire, en école primaire. Et je lui dis: «Ben, pour moi», et c'est vraiment, c'était un voilà, c'était ce que je pensais moi. Ce qui serait bien, ça serait que ce garçon arrive avec sa maman et que sa maman explique à tous les enfants ce qu'est le syndrome de Gilles de la Tourette et ce que subit cet enfant. Voilà. Et surtout ce qu'il peut subir de la part du regard des autres quand on ne connaît pas cette pathologie. Et franchement, ça a été extraordinaire parce que la maman est venue à présenter le petit garçon. Chaque fois qu'il avait, ben, Dieu sait qu'il essayait, mais bon, ça dépassait ses capacités d'essayer de garder, en fin de compte, ses tocs et tout ça. Eh bien, elle expliquait que du coup, et à chaque fois, il se sent mal et du coup, il culpabilise encore plus du regard des gens et que c'était important de savoir qu'il était très, très mal et que c'était une vraie maladie, une vraie pathologie. Et ce qui a été magique, c'est que tous les enfants ont écouté et qu'à partir du moment où la maman est partie, ils sont tous venus s'occuper de lui et qu'il n'était pas question tout le reste de l'année qu'il y ait quelqu'un qui aille se moquer. Parce qu'ils allaient tous expliquer aux autres qu'il avait une maladie, etc. Et alors, même si je suis une grande rêveuse, je me dis, mais ça, c'est juste merveilleux. Parce que bon, là, ça se fait pour quelque chose qui est une pathologie, mais tous les enfants arrivent avec une histoire. Tous les enfants arrivent avec des fonctionnements qui leur viennent, et on le sait aujourd'hui, de leurs parents, grands-parents, etc. Et si juste, au lieu de dire mais pourquoi tu fais ça, t'es bête, toi, c'est explique-moi, explique-moi pourquoi tu fais ça. Explique-moi, on fait ça dans ta famille parce que dans la mienne, on fait pas ça. Et ça me rappelle l'histoire de cette, petite dame et alors que j'avais vu, c'était un reportage que j'avais vu à la télé où cette dame, donc cette petite fille avait perdu sa maman. Le papa travaillait beaucoup et il s'était remarié avec une femme qui était un peu acariâtre, qui arrivait pas à avoir d'enfant, donc qui était un peu une mégère entre parenthèses et toute la journée, pendant que le papa n'était pas là, elle enfermait la petite fille dans un placard, dans une armoire. Et cette petite fille avait juste une serpillière dans cette armoire qu'elle cachait le plus possible parce qu'elle arrivait à en faire comme une poupée. Et du coup, elle s'amusait avec sa poupée, sa serpillière poupée, etc. Et bien entendu, sa belle-mère lui disait, si tu en parles à ton père, je te fais ci, je te fais ça. Donc, elle disait rien. Et du coup, elle refusait tout le temps que la petite aille dormir chez les copines. Et un jour, à la sortie de l'école, c'était le papa, pour une fois, qui allait chercher sa fille. Et il y a une maman qui arrive en disant, ma fille fait son anniversaire, on invite votre fille, elle pourra même dormir à la maison. OK. Le papa était d'accord, la belle-mère a pu rien dire, le père était là. Et en fait, quand la petite fille, elle expliquait, donc c'était une femme, bien entendu, quand elle racontait ça, elle a fait l'anniversaire et quand le soir, elle a été invitée à dormir dans la chambre de la petite fille, elle est rentrée et c'était une chambre où il y avait un placard mural et pas d'armoire. Et donc elle a dit à la petite fille, «Et elle est où ton armoire?» Alors elle lui a dit: «Ben, j'ai pas d'armoire». Pourquoi? Elle lui a dit: «Ben, tu les passes où tes journées?» Et en fait, la petite copine lui a dit: «Mais pourquoi tu dis ça?» Elle dit: «Bah, parce que moi j'ai mon armoire» et elle lui explique en fait, parce que c'était de la normalité pour elle, quelque part. C'était juste à son papa qu'il fallait pas le dire. Et en fait, la petite fille est allée appeler sa maman. Donc, bah, elle a fait raconter ça à la petite fille et du coup, ils ont tout raconté au papa et ça s'est mal terminé. Enfin, ça s'est bien terminé pour elle, quoi. Mais comme quoi, effectivement, elle avait ancré dans son cerveau que ce fonctionnement était comme ça et à un moment donné où prise de conscience que ça peut se passer différemment ailleurs. Et ça, c'est Oui, plutôt chouette. oui. Mmh. Bon, je sais pas si j'ai répondu à ta Mmh. question, totalement, mais Si, quand même, il y a on sait que l'enfance est super important et je te rejoins aussi par rapport à ça. Je veux dire, un enfant, c'est une éponge, hein, on peut le conditionner au final comme on aimerait, qu'il soit. Donc c'est là, avant tout, qu'il faut, commencer justement quelque part et ça commence aussi, oui, avec les parents, hein, forcément à avoir cette rééducation qui soit aussi différente. Donc oui, pour moi, tu as répondu, mmh. à la question.
En fait, c'est comme s'il y a pas de remise en question pour l'enfant, je dirais, avant la préadolescence et adolescence. C'est-à-dire tout ce qui vient de ses parents ou des autres, bah, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il faut jamais mentir à un enfant parce qu'il prend ça comme une vérité. Son papa est parti avec une autre femme à l'autre bout de la France, on va pas lui dire: «Mais t'inquiète pas, il va revenir ton papa», parce que peut-être que ça sera pas vrai. Par contre, l'enfant, ancre dans son cerveau qu'il va revenir. Oui, Donc, c'est très, très important la façon dont on parle aux enfants parce que, bah, jusqu'à oui, 6, 7 ans, du coup, il y a pas forcément de réflexion. Ces enfants, ils sont ouverts, hein, ils ont tous leurs canaux qui sont ouverts et du coup, ils sont dans la sensibilité, dans l'émotion, donc en fait, ils prennent pour argent comptant tout ce qu'on leur dit. Donc c'est super important. oui, très important. Et quelles questions, aimerais-tu que chaque personne, en tout cas adulte, se pose, peut-être sur sa lignée après cet épisode? Alors moi, la question que je fais souvent poser, c'est, alors, bah, qui n'est pas forcément en rapport avec la lignée, mais qui va y amener, c'est, bah, déjà, est-ce que je suis heureux ou heureuse? Voilà, c'est parce que celle-là, voilà. La deuxième, qui est un peu plus profonde, c'est qui suis-je réellement? Hein? Parce qu'en fait, en faisant ce travail, on s'aperçoit que, on est très souvent on croit avoir un libre arbitre, mais que très souvent on est guidé. Et donc le qui suis-je et est-ce que ce que je fais vraiment m'appartient? Ça, c'est la grosse prise de conscience. Alors, voilà, il y a plein de questions comme ça qui font partie des croyances et des valeurs qui nous sont inculquées. Mais ça, oui, alors, le est-ce que je suis heureuse? Parce que je sais, j'ai vu tellement de fois qu'on peut s'empêcher d'être heureux. Si par exemple, je repars sur la femme, hein, mais pour l'homme, c'est pareil. Si ma mère ne l'a pas été, si ma mère n'a pas été heureuse, je peux ne pas m'autoriser à l'être. Toujours avec cette fameuse loyauté. Tu souffres, mais comme je t'aime et que j'ai besoin que tu m'aimes, bah, je vais souffrir comme toi, comme ça on va se comprendre. Hein. Donc cette question-là, pour moi, elle est très importante. Et ça amène forcément à celle qui va derrière, mais qui suis-je réellement? Le nombre de personnes qui me disent, mais je ne sais pas qui je suis. En fait, je ne me suis pas créée, on m'a créée. Mmh. Voilà, et la prise de conscience, c'est vraiment de se dire: «Allez, maintenant, si je décide d'être qui je suis», alors souvent c'est le flou artistique, hein, parce que c'est, bah, c'est qui elle est, Véronique, qui elle est, Jennifer, et c'est de se dire: «Voilà, ouais, qu'est-ce que je veux?» Et c'est en allant chercher dans sa famille et dans ses ancêtres et dans les fonctionnements qu'on se dit: «Ah mais ouais, si je suis infirmière aujourd'hui, bah, c'est parce que ma mère, en fait, elle a pas pu l'être». Ou c'est parce qu'on est sur 3 ou 4 générations d'infirmières et que du coup, ben, il y a une espèce de répétition de schéma familial et c'est là qu'on se rend compte que souvent on répare des injustices, on répare des frustrations, on continue un schéma qui fonctionne bien ou qui fonctionne pas bien, mais en tout cas, c'est du connu et on se rend compte que, ben, non, on ne sait pas vraiment qui on est parce qu'on a fait par rapport aux autres, mais très peu souvent par rapport à soi. Donc c'est vraiment ce travail, c'est un vrai pour moi, c'est vraiment un travail où on va vraiment, c'est un travail d'introspection, où vraiment on va laisser émerger, mais qui on est. Où on va commencer à se dire: «Mais en fait, je suis forte. On m'a toujours dit ou j'ai toujours cru que j'étais pas forte, que j'avais pas ces capacités. Mais oui, je les ai. On a juste mis une chape de plomb dessus». Mais en fait, je suis belle. On m'a toujours dit que j'étais moche, machin, que j'avais mais c'était parce que je ressemblais à tata machin qui était pas très sympa et cetera. Mais en fait, je suis belle et quand les gens me le disent, je leur dis: «Oh non, c'est pas possible, je suis pas belle». Ben si, en fait, je suis belle. De toute façon, je serai toujours belle pour quelqu'un et moche pour quelqu'un d'autre puisqu'on est toujours le miroir du regard des autres. Donc en fait, j'apprends toujours aux gens à, se dire s'imaginer déjà, seul au milieu de 20 personnes différentes qu'ils ne connaissent pas et je dis: «Ben, on va demander à ces 20 personnes ce qu'ils pensent de vous» et bizarrement, les 20 personnes, alors qu'ils ne connaissent pas Jennifer qui est au milieu de la pièce, vont avoir 20 avis différents sur Jennifer. «Ah, elle est super belle, j'adore comme elle est coiffée, j'aime pas comme elle est habillée, trop petite, trop grande, vachement chouette. Oh, j'adorerais être comme ça. Non, non, je» Et en fait, on se dit: «Mais comment ça se fait? Jennifer est toujours la même au milieu de la pièce et les 20 personnes pensent différemment». C'est qu'en fait, c'est pas Jennifer qui regarde, c'est l'image que leur envoie Jennifer sur leur propre histoire. C'est le miroir. Donc du coup, quand on a peur du jugement,
on se trompe complètement. Parce que le jugement des autres est totalement arbitraire et subjectif, puisque c'est un jugement qui ramène la vision de l'autre par rapport à l'autre histoire. J'adore cette femme parce que je rêverais tellement d'être comme elle que je l'adore. Ou alors je la déteste parce que je sais que j'arriverai jamais à être comme elle. Ou alors je déteste cette femme parce que j'aime pas comme elle parle, on dirait ma cousine qui m'a fait une grosse crasse et du coup je peux pas l'encadrer. Alors que je l'ai jamais vue, elle m'a jamais adressé la parole. Donc je dis toujours, mais le jugement, si vous arrivez, alors là aussi il y a un travail de déprogrammation à faire, mais arriver à se détacher du jugement parce que on a compris que le jugement, ça ne nous est jamais adressé. Quelle liberté! Après, plus personne vient nous juger. Ils savent ce qu'on va leur dire. Ils savent qu'on va leur dire: «J'entends bien ce que tu me dis, mais ça m'appartient pas, c'est ton histoire, alors je te la rends». Ça, c'est cadeau et c'est Oui. peut-être la phrase que j'ai fait apprendre le plus souvent aux gens qui venaient me voir. Mmh. Oui. Donc ça, c'est cadeau. Ouais. Alors tu formes aussi, hein, des futurs thérapeutes avec ton Ouais. fils, Robin. Et que souhaites-tu, transmettre déjà peut-être personnellement à travers ton école, mais aussi ensemble, hein, donc avec, ton fils? Et d'ailleurs, c'est peut-être pas anodin qu'une mère et son fils ont ce très beau projet en commun? Alors en fait, ce qui est rigolo, c'est que Robin s'est beaucoup, a beaucoup essayé de partir de ça. De façon complètement inconsciente. Alors moi, je savais, j'avais la notion que du coup, il fallait que je lui laisse faire son chemin. C'est-à-dire, je n'avais pas à le guider en quoi que ce soit. Et il avait cette fibre, enfin, il a cette fibre qui faisait que, il avait à peine 20 ans qu'il a commencé à se former. Et chaque fois, il se formait donc dans des outils thérapeutiques, il s'est formé en hypnose. En plus, il s'est formé à des outils que moi, je n'ai pas. Alors, il est quand même formé à la psychogénéalogie, à la sophrologie, bien évidemment. Il l'avait à la maison, donc c'était pratique, on va dire. Il est tombé dans la marmite depuis qu'il est petit. Et en fait, il y avait toujours je le voyais après partir et faire un autre boulot qui n'avait rien à voir avec la thérapie. Et puis comme s'il y avait une espèce d'élastique, vroup, il revenait et puis continuait à se former. Et puis il avait chaque fois un cabinet, il reprenait. Jusqu'à un moment donné où bah, lui, il a eu une grande chance, c'est de commencer à travailler très tôt sur lui. Mais ça ne veut pas dire, je crois que ma cliente la plus âgée avait 93 ans, donc et voulait juste mourir en paix. Donc ça aussi, c'est important. Et oui, il a pris conscience un jour et il m'a dit: «En fait, maman, je crois que réellement je suis fait pour ça». Et là, à l'intérieur de moi, il y a la maman qui fait alléluia. Voilà, parce que moi aussi, je voyais qu'il était fait pour ça. Et ce qui est génial, c'est qu'on a travaillé pendant un temps ensemble, c'est-à-dire il travaillait avec moi. Et puis, depuis quand même un certain nombre d'années, il s'est détaché. On a coupé le cordon, le fameux truc en acier inoxydable, là. Et du coup, il s'est détaché. Alors, il est jamais très loin parce que bon, après, au niveau de la famille, on a travaillé le détachement, mais voilà, on a quand même des liens qui sont très chouettes parce que beaucoup de communication. Et lui, du coup, il travaille plus avec l'outil. Alors, il travaille en analyse transgénérationnelle, mais l'outil que j'ai de déprogrammation avec la psychogénéalogie, lui, par contre, il l'a avec les constellations familiales. Voilà. Donc lui, il est vraiment spécialisé, il fait des constellations individuelles, familiales. D'ailleurs, il commence à former en 2026. Comme il est en année 9, je lui dis: «Il faut pas commencer cette année, il faut commencer l'année prochaine». Et voilà, il commence à former en constellation familiale. Mais du coup, on fait le même travail, mais on en parle différemment, chacun avec notre, voilà, en fait, nos valeurs, notre personnalité et c'est ça qui est chouette. Et en fait, je crois que ce qu'on a fait passer, ce que j'ai réussi à faire passer, mais du coup, je veux pas m'en attribuer tous les bénéfices c'est le fait déjà, chaque fois, de se poser les bonnes questions. Moi, j'ai des enfants qui, depuis qu'ils sont petits, me disent: «Maman, j'ai mal là, ça veut dire quoi?» Voilà, ça veut dire voilà, j'ai eu un souci avec telle personne, voilà, tu en penses quoi? Et évidemment, ma réponse c'est: «Et toi, tu en penses quoi?» Ben, ça me fait penser à et c'est toujours de se poser des questions, c'est-à-dire, je déteste la fatalité. Donc du coup, il y a pas de fatalité ici. Derrière la fatalité, il y a la question à se poser et je pense que c'est ça qui est important et c'est ça qui fait aussi notre force. Après, je pense que très sincèrement,
Et on a aussi donc, je travaille aussi avec, quelqu'un d'autre de la famille, mais qui est plutôt dans le développement et dans la communication, hein, puisque chacun est venu donner son, voilà, ses capacités et on est vraiment une affaire de famille. C'est que, je pense que ce qui nous définit et voilà et je suis très fière de le dire, c'est l'amour. C'est-à-dire, on aime les gens. Voilà, on aime les gens et ouais, je crois que c'est ça. Alors l'amour et puis derrière, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est l'humilité. L'humilité de se remettre toujours en question s'il y a besoin. Voilà. Il y a un mot que j'aime pas du tout, c'est le pouvoir et je pense qu'en fait, voilà, chacun devrait avoir l'humilité de se remettre en question, surtout quand il a pris conscience qu'il est en train de prendre le pouvoir sur alors, il y a toujours ce jeu, hein, de sacrifier, mais voilà, la communication, c'est la base de tout et puis l'amour, bien évidemment. Si on n'aime pas les gens, c'est difficile de faire ce métier-là. Donc voilà, en tout cas, ça fait partie des valeurs que j'espère, en tout cas, ça elles sont en moi et quand je vois, bah, les gens qui sont autour de moi dans ma famille, je pense qu'on y est, quoi et je suis fière. Je suis très, très Mmh. fière de mes enfants et je trouve que c'est des chouettes, chouettes personnes. Mmh. Et ça se ressent en tout cas, dans ce que tu dis, tu vois? Même à travers un écran, Mmh. je ressens, vraiment cet amour et cette force, cette lumière donc c'est Bah, très, c'est très beaucoup beau. d'émotions. Je suis aussi, tu sais, tu parlais de Ouais. ces femmes hypersensibles, je suis une hypersensible à la base. Mmh. Effectivement, au départ, quand j'ai fait ce métier-là, je me suis dit: «Mais comment je vais faire? Est-ce que je vais pas me mettre à pleurer quand ces femmes vont me raconter des choses?» Et puis, en fait, bon, bah, d'abord ça s'apprend et puis, je me suis rendu compte que lorsqu'on est professionnel et ben, en fait, on se met en dehors et le maître mot, c'est: «Ce n'est pas mon histoire». Ces personnes, elles viennent, bah, pour être accompagnées, pour chercher le moi, je dis toujours: «Je suis un serrurier». J'ai un trousseau de clés énorme. J'ai la capacité d'avoir ce qu'il faut pour donner la clé à la personne, mais c'est à elle de prendre la clé, de la mettre dans la serrure et d'ouvrir sa porte. Moi, je fais 10 du boulot, mais qui sont importants. Quand on n'a pas la clé, c'est difficile et la personne que j'ai en face de moi, elle fait 90. Voilà et Tout ça, à c'est fait. important. Ça, c'est important. Mais ouais, si je pouvais me recycler, serrurier, c'est pas mal quand même. Effectivement, c'est aussi un beau métier. Voilà, mais en tout cas, voilà, au niveau de l'image et de la symbolique, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Merci Véronique. On Avec plaisir. approche, vers la fin en tout cas de l'épisode, donc on va Mmh. être sur des questions, un peu plus, tournées vers toi aussi. Est-ce que tu as des routines? Moi, je suis une petite adepte, hein, j'aime bien, voilà, les routines qui te permettent de prendre soin de toi, mais aussi peut-être, d'honorer, ta lignée? Oui, alors j'avais des femmes dans ma lignée qui ne se sont pas beaucoup occupées d'elles au niveau, de la femme. C'est-à-dire elles étaient plutôt des mères. Et il est super important pour moi, de m'occuper alors je dis pas que je suis pas une mère, voire parfois une mère poule, mais par contre, la femme est très importante pour moi. C'est-à-dire, c'est important pour moi d'être, voilà, habillée, maquillée, bah, coiffée, enfin le voilà, c'est important. Voilà, donc ça fait partie de ces choses, de ces rituels. Le sport, alors, pour moi, bien vieillir, c'est déjà se prendre en considération. C'est l'alimentation. Donc pour moi, l'alimentation alors je suis pas au régime, machin, mais par contre, bon, j'ai aussi fait une formation de naturopathie, mais pour moi, en fait, parce que et puis j'ai appris plein de choses, parce que je sais aujourd'hui que l'alimentation joue un rôle énorme, dans notre vie et dans ce qu'on va en faire. Et le sport. Donc voilà, je passe rarement, une journée sans faire du sport. Alors je fais aussi beaucoup de marches. J'ai la chance d'être dans un petit village, où il y a 160 kilomètres de chemin de randonnée. J'ai un gros chien et je fais beaucoup, beaucoup de rando, mais je bouge et puis se faire plaisir. Voilà, j'ai eu 60 ans cette année, je me suis offert une moto. Trop bien. Voilà et donc je pense que voilà, tout ça, ça fait partie des choses que je veux, cultiver. En fait, je voudrais pas, voilà et puis bon, ben, l'amour, ça fait partie de la routine aussi. C'est important. Carrément, l'amour sous toutes ses formes. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais je suis gourmande, hein, voilà, je suis gourmande. Je veux dire, voilà, je me nourris pas que de petites graines, mais je suis très gourmande de chocolat, par exemple, mais j'adore ça et je manque pas de douceur, hein, parce que parfois on a tendance à assimiler le chocolat à la douceur. Mais ouais, prendre soin de soi, c'est, se porter de la considération. Oui, oui.
Aurais-tu un livre, ou un podcast ou une personne inspirante, à recommander? Oh là, c'est compliqué ça, comme ça tout de suite, alors, c'est marrant, ce qui me vient en premier, c'est une de mes Ouais. élèves. OK, super. C'est une de mes élèves, alors je vais pas donner son nom comme ça, mais je pourrais lui demander et peut-être, te la faire partager. Oui. Qui quand elle est arrivée en formation, elle a un peu plus de 30 ans et on va dire qu'elle est lourdement handicapée et je crois que j'ai rarement vu une personne qui soit si mais je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit qu'elle était inspirante. Alors elle en veut et elle est thérapeute, hein. Elle accompagne les gens et je pense que c'est ce qui va l'aider aussi à faire son chemin. Bon, je veux dire, elle a des hanches en plastique, enfin voilà, elle a un lourd handicap, mais c'est un rayon de soleil, c'est une boule d'amour, bah, je sais pas, je saurais même pas, j'ai pas les mots, mais tu vois cette belle nana et tu te dis: «Mais waouh!» Il y a des gens qui se plaignent parce qu'ils se cassent un ongle et enfin, voilà, alors qu'elle, elle pourrait avoir tout et non, là, elle rayonne et franchement, ouais, bah, pour moi, alors, je vais pas parce que je vais pas me permettre de dire son nom, parce que par respect, je lui demanderai, mais elle a ouvert son cabinet, elle fait plein de trucs. Les réseaux sociaux ont ça aussi de merveilleux, c'est qu'on peut voir comment évoluent les gens et moi, je vois comment, évoluent et je reste en lien parce qu'on a des liens très forts avec les gens que je forme et c'est une chouette personne. Ouais, elle est inspirante. Après, il y en a d'autres, mais c'est elle qui m'est venue en premier, donc ça doit être juste. Mmh. Oui, tout à Je fait. Mais transmettrai. écoute, j'attendrai, voilà, la confirmation, son consentement Mmh. et comme ça, je pourrais aussi la découvrir et je mettrai après ses réseaux, ses coordonnées, dans la description, de Avec plaisir l'épisode. et c'est peut-être même quelqu'un, tu verras avec elle, c'est une belle personnalité, je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire aussi. Ah, Donc je ne doute pas une seconde, ouais, oui. Oui, ouais, ouais. merci. En tout cas, merci à Encore toi, pour c'était chouette. fin Oui, il y aurait juste une dernière question du coup pour finir. Où est-ce que l'on peut justement te retrouver et comment on peut travailler, avec toi? Alors, je ne fais plus de séances individuelles. C'est bien pour ça que je forme des gens pour prendre ma suite. Voilà, c'est vrai que le premier ça a été Robin, mais il y a plein, plein de gens. Alors, comme les gens me posaient des questions, j'ai créé maintenant, il y a plusieurs années, la Fédération française de psychogénéalogie parce que d'une part, elle est alimentée donc par ma fille qui, du coup, qui bosse avec moi, qui s'occupe de la Fédé et qui, elle, va rechercher toutes les publications en lien avec les neurosciences, l'épigénétique, et du coup qui viennent vraiment valider le bien fondé en fait de cet outil par rapport à ce fonctionnement-là. Donc Fédération française de psychogénéalogie, sur lequel j'ai créé un annuaire gratuit où les psychogénéalogistes qui ont été validés, et pas seulement par mon école, par mon organisme, peuvent s'inscrire. Par contre, on est parce qu'on a vu aussi que dans ces métiers-là, il y a beaucoup de dérives et donc, il faut être validé par des organismes qui ont des numéros de formation professionnelle, qui ont voilà. Donc ma fille est très réglo là-dessus et je la suis complètement, parce que c'est important aussi. Mais on peut trouver donc, en France, voire dans d'autres, pays, en outre-mer, des professionnels formés en psychogénéalogie. Il y a des gens aussi, c'est marqué en vidéo, donc qui travaillent en visio. Donc tout est sur la Fédé. Donc, je vous invite à y aller. Ben, moi, j'ai donc un organisme de formation qui s'appelle Génome. Donc, on retrouve donc www.génome, G-E-N-O, 2 M, pas comme un génome, mais Génome, sur lequel il y a la formation qui est à distance. Donc, on peut se former à distance. C'est une formation qui est extrêmement complète parce que j'y travaille depuis des années. Moi, ça fait des années que je forme depuis 2012. Et en fait, donc il y a des cours qui sont en PDF, ils sont tous tournés en vidéo. Il y a les méditations, des programmations, reprogrammations qui sont donc en audio. Et il y a un groupe privé Facebook qui est un groupe d'échange où il y a en moyenne 500 à 600 élèves qui me posent des questions toute la semaine. J'y réponds en fin de semaine, je fais des vidéos.
Là, je vais commencer à faire des Zooms en direct avec des questions-réponses. Je fais des week-ends pratiques pour les gens qui... Alors, je pars pas mal dans des régions de France pour pouvoir rencontrer les gens qui se forment à distance, mais je vais les faire en visio. Donc voilà, tout ça pour les gens, parce que j'ai envie que ça soit un peu ludique quand même, parce que quand on est face à son ordi, c'est un peu tristounet. Donc voilà. Et puis, donc, je fais des formations en présentiel. Donc, à côté de Narbonne, dans mon petit village qui est à 10 minutes de la mer et dans les vignes. Donc voilà, je reçois toujours très peu de personnes. Je fais rarement des formations avec plus de 7, 8 personnes. Pourquoi? Parce qu'on va travailler pour s'entraîner sur l'histoire des personnes qui sont là et il faut qu'il y ait une certaine intimité. Donc voilà, il y a toujours, ça déménage pas mal, il y a toujours beaucoup d'émotions, il y a aussi beaucoup d'amour. Là, je sors d'une session là qui s'est finie dimanche et franchement, c'était très très beau. Il y a beaucoup d'amour et je le fais aussi à partir de cette année. Je commençais à bosser sur Paris et comme Paris c'est un peu grand pour moi, du coup je vais à Versailles qui est un peu plus petit et voilà, donc je forme dans ces 2 endroits, en présentiel et on peut retrouver tous les renseignements sur le site. Donc Génial. voilà, je crois que j'ai Merci. répondu et puis bon, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et cetera, puisque, bah, on peut pas passer outre maintenant au niveau des Oui. communications. Donc et puis les livres, donc j'ai écrit plein de livres et d'ailleurs, j'en sors un nouveau, là qui va sortir pour Noël. Donc, j'ai écrit, alors je fais des romans, mais ça, c'est à part. Et j'ai écrit 3, 4, 5 livres techniques, je ne sais plus exactement, donc sur la psychogénéalogie, sur la symbolique des métiers. Avec ma fille Juliette, on a créé un ouvrage qui est un cahier d'exercices pour que les gens puissent prendre conscience déjà de ce qui pourrait aller être un peu déséquilibré dans la famille ou leurs problématiques. Donc, c'est plutôt pas mal. Et là, j'en sors un sur la psychogénéalogie et le couple. Ah, À Noël. génial. Voilà. Wow. Donc ça, je pense que ça va être voilà. J'y ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup d'expérience là-dessus. Bon, ça reste un livre, mais je pense qu'il va y avoir pas mal d'indices et d'infos. Oui, oh, je vais me noter déjà tout ça pour moi aussi, personnellement. Je te Avec remercie, plaisir. infiniment Véronique, c'était un moment merveilleux partagé. Tu es une femme aussi très, très inspirante, donc je te remercie beaucoup et j'espère qu'on aura l'occasion, de se recroiser, de se revoir. Ben, j'espère. Je te remercie également parce que j'ai passé un très, très joli moment. Je te renvoie vraiment le fait que tu sois. Alors, j'aime beaucoup. Il y a une douceur qui émane de toi, qui est très, très chouette. Je pense que les personnes ont beaucoup de chance de t'avoir avec eux et d'être accompagnées par toi. Donc, voilà, on sent aussi qu'il y a beaucoup d'amour qui émane de toi. Donc, c'est vraiment très chouette. C'est toujours un plaisir pour moi de parler de cet outil parce que j'aimerais que tout le monde connaisse la psychogénéalogie et en tout cas qu'il y ait cette conscience que souvent on porte des choses qui ne nous appartiennent pas, mais surtout que la famille parfois est un fardeau, mais peut être un très beau cadeau parce qu'elle nous fait aussi passer de belles choses. Hein, je veux dire, voilà, quand on te regarde, si tu es toi comme tu es là, belle comme tu es, c'est aussi que tu as reçu ça de ta famille et ça, il faut pas le négliger. Merci infiniment Véronique. Merci et à très, très bientôt. À bientôt. Au revoir, Jennifer. Cette interview avec Véronique t'a plu? Fais-le nous savoir. Laisse-nous un commentaire, partage-nous ton expérience, like, abonne-toi et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao!